Première chose, je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions. Je suis consommateur et passionné par la mer et la préservation de l'environnement. Et j'ai 2 questions pour vous ce soir. La première, c'est au sujet des pays émergents. Comment est-ce qu'on fait pour dire à des pêcheurs on va dire de survie qui alimentent leur famille et quelques consommateurs autour de chez eux que moins pêcher aujourd'hui, c'est plus pêcher demain. Donc, pour des gens qui sont dans une logique de survie finalement, comment est-ce que cette logique de pêche responsable peut s'appliquer? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question qui est peut-être une question qui fâche, c'est est-ce qu'en tant que consommateur, on peut faire confiance au label? J'ai lu une étude citée par Bloom que vous avez mentionnée tout à l'heure, qui remettait en question un certain nombre de pratiques des labels. Donc finalement, en tant que consommateur, on est un peu non seulement noyé par le nombre de labels qui existent, mais finalement, est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces labels? Voilà mes 2 questions. Ok, merci pour vos questions. Il n'y a pas de questions qui fâchent d'ailleurs, hein. Il faut être transparent et essayer d'y répondre le mieux possible. On commence par les labels. Alors c'était le propos de ma présentation. Oui, il faut faire confiance au label, mais c'est-à-dire que lorsque vous faites confiance à un label, c'est un tiers, donc pas vous, qui va s'occuper de vérifier un certain nombre de choses. Et heureusement, ça serait compliqué pour vous d'aller vérifier sur place comment ça se passe. Mais les labels, du coup, doivent être exemplaires, doivent être transparents. Vous devez avoir un accès facile à l'information du cahier des charges. Derrière un cahier des charges, vous l'aurez compris, sur des problématiques de pêche ou d'aquaculture, il y a des complexités folles, donc il y a des dilemmes. Un label se devrait aussi de présenter les dilemmes en disant voilà aujourd'hui le choix qu'on a réalisé, faute de mieux, pour telle ou telle raison. Donc oui, je pense que les labels, c'est une sorte de clé de voûte de notre fonctionnement d'acte d'achat, et heureusement que ces labels existent. Le propos, c'était de garder un esprit critique, d'interpeller les commerçants à qui vous achetez un certain nombre de sujets, et vous-même, finalement, aller vérifier la transparence des allégations qui sont faites. Non, excusez-moi, je vous interromps juste. Moi, alors je suis consommateur, je vais faire mes courses, je vais chez le poissonnier ou dans une grande surface, et ça me rappelle votre dessin de tout à l'heure. Comment je fais pour savoir si un label est juste? Est-ce que je dois étudier, aller sur Internet pour savoir s'il a un cahier des charges, s'il est bidon ou s'il est respectable? Comment je m'y retrouve dans cette jungle? Comment je fais? Je ne vais pas passer 2 heures à savoir. Alors je vais voir des petits logos absolument partout qui se multiplient. Est-ce qu'au moins, si tous les Français ne peuvent pas le savoir, les personnes qui sont là peuvent avoir une information précise pour dire, mais c'est quoi un bon label? Moi, je veux bien réagir à ça. Non, oui. Voilà. Je pense qu'il faut bien distinguer. Il y a les produits de marque, il y a les marques, c'est-à-dire les marques, elles ont le droit de mettre sur tampon, là, pêche durable. Voilà. Oui, mais on triche. Et alors, derrière, il peut ou pas y avoir un cahier des charges. Certains sont probablement assez sérieux, d'autres ne sont pas sérieux. Pour moi, ceci n'est pas des labels. Ne sont pas des labels. Oui, mais moi, je ne sais pas en tant que consommateur. Le label, c'est quelque chose qui est certifié par une autorité indépendante du producteur, etc. Et alors, je suis désolé, il se trouve que c'est eux qui organisent, et c'est pas pour ça que je le dis, mais honnêtement, parmi les scientifiques, il y a un assez grand consensus sur le fait que sur le marché international actuellement, il n'y a qu'un seul label qui, globalement, correspond à ces critères. Il se trouve que c'est le label MSC. Effectivement, le label MSC, il a été mis en place. Alors, ils doivent boire du petit lait que je dise ça, mais je vais dire du mal après d'eux. Oui, parce que moi aussi, j'ai 2-3 remarques. Je vais dire du mal aussi d'après d'eux. Mais il se trouve que c'est le seul où il y a vraiment une structure extérieure avec voilà, il y a une garantie d'indépendance par rapport aux producteurs. C'est-à-dire, il y a un cahier des charges, il y a une transparence. Donc, il y a une transparence. Ce label-là garantit que le produit, le poisson derrière n'est pas surexploité. Il garantit que derrière, on a un peu regardé des histoires d'écosystèmes. Et il garantit surtout qu'il y a un système de gestion qui est en place. Voilà. Et puis, il garantit que le processus de labellisation est lui-même transparent et qu'on peut y accéder. Donc, si vous devez regarder un label, mieux vaut regarder celui-là qu'un autre.
J'y vois deux intérêts, moi, à acheter avec un label. Le premier, c'est quand vous achetez avec un label et avec celui-là, d'une certaine manière, vous votez. Vous votez avec votre axe d'achat. Vous votez pour dire, moi, consommateur, je suis motivé et je veux du poisson durable. Et c'est aussi un message que vous délivrez à la société, aux responsables politiques, en ce sens-là. J'y vois un deuxième intérêt, c'est qu'il est vrai que ces labels font un travail avec les professionnels pour essayer de les tirer vers le haut, d'améliorer leurs pratiques. Il y a des critères, on leur dit là vous n'y êtes pas tout à fait, il faut y être, etc. Donc c'est un processus qui va dans le bon sens. Bon, ça c'est pour le bien. Pour le moins bien, c'est que le label, il certifie ce qu'il y a dans le label. Et puis il y a des choses qu'ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas le local, ils ne regardent pas le chalut, ils ne regardent pas si vous êtes, attendez, ils regardent pas si vous êtes aux 8 kilos ou pas. Okay. Si vous mangez 50 kilos de produits labellisés, vous n'êtes pas durable. Quand vous dites qu'il ne regarde pas le local, c'est-à-dire que le poisson peut venir de l'autre bout de la planète, ça c'est pas... Il peut avoir un label MSC. Il peut avoir un impact... Très loin. Ok, oui. Un impact CO2. Voilà. Et puis alors il y a un dernier aspect qui est un peu compliqué, c'est qu'en plus, obtenir un label, c'est compliqué, c'est coûteux, ça demande de l'expertise, il faut passer par des procédures compliquées, et il se trouve que du coup, là aussi, il y a une meilleure capacité d'un certain nombre de flottilles plutôt industrielles à passer par ce filtre-là, et qu'à l'inverse des petites flottilles artisanales, qui ont du mal, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas forcément l'argent, l'expertise pour monter les dossiers, ont beaucoup de mal. Donc les labels ont aussi été accusés de ne pas... Ils n'ont pas derrière un critère d'équité sociale, d'équité nord-sud, etc. Donc c'est une réponse partielle qui en a son intérêt, mais il n'y a pas tous les critères et tous les avantages derrière le label. Ok. Et MSC, aujourd'hui, ça représente 10% des prises mondiales, c'est ça? À peu près, 10%. Donc on a quand même 90%, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin, bon. Alors, vous aviez une autre question sur les pêcheurs locaux, hein, et sur les pays émergents. Oh. Voilà. Oui, la deuxième question, c'est parce que j'avais abordé les problèmes des pays émergents. Alors, c'est sûr qu'il y a encore énormément de pêcheries qui ne vont vraiment pas bien dans le tiers-monde, ça c'est évident. Alors après, pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire qu'on sait parfaitement les mécanismes qui font qu'elles ne vont pas bien. J'avais essayé d'expliquer finalement quels mécanismes font que certaines pêcheries s'en sortent mieux que d'autres. Et effectivement, c'est là, je parlais de Elinor Ostrom qui a eu son prix Nobel en faisant sa recherche là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des pêcheries locales qui arrivent à s'en sortir. Et alors pourquoi ? Parce qu'elles ont un certain nombre d'éléments que les autres n'ont pas. C'est ce que j'avais essayé de présenter. Donc déjà, elles arrivent un peu à ceinturer leurs paramètres, c'est-à-dire elles arrivent à leur périmètre, pardon. C'est-à-dire qu'elles arrivent quand même un peu à dire ça c'est notre pêcherie, c'est nous qui la gérons, et on arrive à un peu empêcher les pêcheurs extérieurs ou les pirates, etc. qui viennent. Donc première chose, c'est un peu dire ça c'est à nous et c'est ça qu'on veut gérer ensemble. Donc ça fait partie d'un premier critère. Deuxième critère, c'est effectivement un peu ce côté du chef charismatique. C'est vrai, c'est dans les premiers critères qu'elle a mis. Voilà, il faut que quelqu'un y croit et s'engage dedans en disant on va y arriver. Troisième critère, c'est effectivement limiter un peu les entrées, donner des droits à chacun, organiser les pêcheurs et essayer de leur faire croire qu'ils peuvent y arriver. Et que, donc, première chose, voilà, se mettre d'accord, c'est nous et on veut y arriver. Et ensuite, progressivement, une fois que le projet est en marche, ça se fait progressivement. On commence d'abord par avoir une économie un peu plus saine, et une fois qu'on est arrivé là, on peut accepter de pêcher un jour de moins par semaine, par exemple, etc. Donc c'est des processus qui sont longs à mettre en place et qu'il faut en fait initier ce processus-là. Et je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est se dire que tout n'est pas perdu, mais il y a quelques éléments qui permettent que ça peut marcher. Marie-Christine Montfort, vous vouliez rajouter un mot ? Oui, je trouve que cette question est extrêmement intéressante. C'est celle de la gestion et de la bonne gestion des pêcheries dans les pays émergents. Il se trouve que là, c'est du rôle également, soit des autorités publiques nationales ou internationales, d'aider les pêcheurs à réduire leur effort de pêche. Et il est évident que c'est extrêmement difficile comme question, parce que réduire l'effort de pêche, ça peut vouloir dire réduire la production, et comme c'est de la production de subsistance, c'est juste leur couper leurs moyens d'exister en fait. Et donc là, il y a une nécessité d'intervention de la force publique, à la fois nationale ou internationale, et il y a des programmes nombreux, très très nombreux, pour essayer de compenser et de ramener des pêcheries en totale surexploitation
vers des niveaux plus durables et avec de meilleurs rendements au final. Juste un petit exemple, on voilà. va passer à Ouais. une question. Parce que c'était dans ce rapport de la Banque mondiale que j'ai présenté. En tout cas, un exemple, c'était sur l'anchois du Pérou. Effectivement, la Banque mondiale essaye, surtout par exemple, d'aider les pêcheurs à se reconvertir. Au lieu d'être pêcheurs, et ben, d'avoir par exemple des restaurants de pêche. Donc c'est un exemple qui est sorti. Déjà 300 bateaux qui ont réussi à se reconvertir sans forcément tomber dans la faillite, mais simplement on a créé une économie un peu plus productive autour de cette pêcherie et qui a permis aussi de diminuer le nombre de pêcheurs sans forcément les mettre à la porte. Oui, alors il y a une autre chose que les consommateurs d'ici peuvent faire d'utile, hein. C'est il faut arrêter de piller les ressources des pays du Sud. Et on les pille en particulier pour faire de la farine de poisson, pour alimenter nos saumons d'élevage. Donc arrêtez de manger du saumon d'élevage et chaque fois que vous économisez 1 kilo de saumon d'élevage, vous économisez 2 kilos d'anchois du Pérou. Le président du Pérou essaye désespérément d'expliquer à ses consommateurs que l'anchois, ça pourrait se manger, que ça serait une bien meilleure valorisation économique que d'en faire de la farine de poisson. Moi, je connais bien l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle la pêche minotière, c'est-à-dire voilà, qu'il c'est ce qu'on consiste à appelle la aller pêche chercher, minotière. Moi je connais bien l'Afrique de l'Ouest. Je peux vous dire qu'il y a des bateaux, y compris européens en Afrique de l'Ouest, qui viennent pêcher de la sardinelle et qui sont en concurrence au Sénégal, en Mauritanie, et qui sont en concurrence directe avec de la pêche artisanale des pêcheurs en pirogue, qui eux essayent de pêcher pour alimenter un marché d'alimentation locale. Alors progressivement, toutes ces flottilles sont en partie mises à la porte et c'est une bonne chose, je pense que c'est le sens de l'histoire. Mais il faut aller au bout du processus. Ok, donc si on arrête de manger du poisson d'élevage, déjà, on n'encourage pas ce phénomène. Dans le poisson d'élevage, il faut vraiment faire la distinction entre l'essentiel de la production aujourd'hui, ce sont des poissons herbivores qui sont mangés par les Chinois, des tilapias, des carpes, etc. Oui, mais ceux que nous Ceux-là, ils sont tout à fait verts, ça va bien. Ce que nous mangeons, ce sont des poissons carnivores qui sont nourris à base de farine de poisson. Donc, chaque fois que vous pensez que c'est mieux de manger du poisson d'aquaculture parce que ça serait mieux de produire soi-même sa nourriture, en réalité, vous faites pire que mieux du point de vue de l'environnement. Il vaut mieux manger du poisson sauvage que de manger du saumon, du bar d'élevage, tous ces poissons qui sont nourris à base de farine de poisson. Une petite réserve quand même, un chiffre ou deux à donner. Combien un poisson a-t-il besoin dans la nature de kilos de poisson pour gagner 1 kilo et en élevage? Alors, l'élevage, non, mais alors effectivement, c'est l'argument, oui, moins. Pour produire un kilo de saumon, on était encore il y a quelques années, il fallait 5-6 kilos d'anchois. Et la recherche fait des gros progrès pour améliorer les farines, pour trouver des substituts, il y en a de moins en moins. On envisage même que peut-être un jour, on pourra nourrir ces saumons avec de la farine d'insectes et avec de l'huile d'algues d'agriculture. Il y a des essais qui sont faits dans ce sens-là. Donc ça viendra peut-être un jour, ça viendra. Mais ça, c'est du futur. Les gens qui vous disent, pour l'instant, on est tombé plutôt plus près de 2 kilos, ça fait quand même 2 kilos. Ok, en tout cas, pour le moment, la pêche minotière fait du mal aux populations locales. Et aux écosystèmes. Et aux écosystèmes. Oui, Gilles